vous remercie vraiment pour cette invitation qui va me permettre un peu de réinterroger les travaux que j'ai entrepris depuis quelques années sur les droits environnementaux de l'homme. Donc les réinterroger à la lumière du transhumanisme, duquel je précise d'emblée peut-être, hein, je ne suis pas spécialiste, en tout cas pas autant spécialiste que tous ceux qui sont intervenus avant moi. Donc, dans les propos qui vont suivre, moi j'ai entendu par transhumanisme ce mouvement d'idées qui voit en l'homme un être en transition, hein, qui pourrait faire l'objet de toutes sortes d'évolutions possibles permises par les biotechnologies, les nanotechnologies, les neurosciences, etc., dans le but, hein, de transcender la nature humaine et de dépasser nos limites biologiques actuelles. J'entendrai enfin droits environnementaux de l'homme comme un ensemble de droits, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du droit à vivre dans un environnement sain, équilibré, protégé. Bon, on peut le qualifier de différentes manières, mais il n'est pas en fait le seul droit environnemental de l'homme. Il y a plusieurs droits environnementaux. C'est un ensemble de droits au service de la protection de l'environnement, donc à savoir donc, le droit à vivre dans un environnement équilibré, etc. Le droit d'accéder aux informations environnementales, notamment lorsqu'elles sont détenues par des personnes publiques, le droit de participer au processus décisionnel, donc aux décisions environnementales qui nous concernent, et le droit d'accéder à la justice environnementale. Donc ces droits de l'homme appartiennent à un genre un peu nouveau qui reconnaissent une interdépendance entre protection de l'environnement et droits humains et qui ont peu à peu émergé sur la scène internationale depuis quelques années, qui sont aujourd'hui garantis de façon concrète et effective par des traités internationaux spécifiques. Je pense bien sûr à la Convention d'Aarhus de 1998 ou à sa déclinaison dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Je pense à l'accord d'Escazú de 2018. Mais aussi, je pense également à toute l'interprétation évolutive qu'a pu faire la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, on a une jurisprudence environnementale qui est très fournie à ce sujet et qui a permis de relire, si vous voulez, les droits civils et politiques de la Convention européenne des droits de l'homme à la lumière de la protection de l'environnement. Ceci étant dit, si vous voulez, en quoi penser le transhumanisme à travers les droits environnementaux de l'homme peut apparaître pertinent. Est-ce que c'est pertinent? C'est ma première question. Quels apports peuvent en être attendus ou envisagés et quelles limites aussi doit-on y voir? Donc d'abord, quelle pertinence? Les droits de l'homme, et notamment les droits environnementaux de l'homme, est-ce que l'on doit d'emblée les disqualifier pour penser le transhumanisme? Est-ce qu'il y aurait une antinomie finalement entre droits de l'homme, droits environnementaux de l'homme et transhumanisme? C'est vrai que les droits de l'homme, il faut rappeler, ils sont le reflet d'une pensée politique, philosophique, religieuse qui est libérale, individualiste. C'est celle du XVIIe, du XVIIIe siècle. Ces droits sont restés pendant longtemps au stade des idées. Et ils ne sont devenus une réalité juridique qu'à la suite d'une longue évolution qui a conduit à considérer que d'abord, l'homme devait désormais être pensé comme un individu autonome et primant par rapport à la société. Deuxièmement, que le droit ne se réduisait plus aux droits objectifs, mais devait aussi être pensé comme des droits subjectifs dont l'individu est titulaire. Et troisièmement, que ces droits objectifs devaient être pensés comme inhérents à la nature humaine. Donc, dans une dimension qui était quand même résolument contestataire et subversive, les droits de l'homme ont été conçus pour libérer l'homme de la tyrannie et de l'arbitraire de l'État. Et donc, ils sont sous-tendus par un système d'idées, de représentation de valeurs, puisqu'ils postulent la liberté, l'égalité entre les hommes, le respect de la dignité humaine. Et c'est vrai que là où peut-être transhumanisme et droits de l'homme peuvent se rejoindre, c'est sur l'idée de liberté et d'autonomie, puisqu'on l'a déjà dit, le transhumanisme recherche une totale autonomie. Il cherche à faire en sorte que l'être humain s'affranchisse finalement de toute contrainte,
de tout contrôle, même de toute régulation ou orientation grâce à la science et grâce à la technologie. Donc, on est vraiment dans l'anthropotechnie. Le transhumanisme revendique, Émilie l'a souligné aussi, donc ce droit à la liberté biologique et corporelle, l'idée étant pouvoir peut-être aussi à terme donc de se libérer de ce corps, de nos vulnérabilités, de pouvoir donc disposer pleinement de notre corps pour s'assurer une santé, une vie, une survie, comme on l'a dit ce matin, à plus long terme. Le transhumanisme et droits de l'homme se rejoignent aussi peut-être aussi sur l'idée de progrès, même si ce n'est pas tout à fait peut-être le même type de progrès. Les droits de l'homme, c'est effectivement le progrès social, la progression des droits. Là où le transhumanisme, pour moi, nous parle d'un progrès qui est avant tout technique et scientifique, donc plutôt donc d'un techno-progressisme. Là où, par contre, effectivement, il peut y avoir antinomie, sans rentrer dans les détails, là aussi, on l'a dit ce matin, c'est peut-être sur l'égalité, puisqu'effectivement, ça peut être constitutif, ça peut être le terreau de certaines inégalités qui peuvent être davantage marquées. Ça peut aussi, et ça a été aussi souligné, ça peut aussi paraître antinomique par rapport à la définition qu'on pourrait se donner de la notion de dignité humaine. Donc là aussi, je reste très mesurée parce qu'effectivement, on sait, tout dépend ce qu'on met derrière dignité humaine, mais si derrière dignité humaine, on cherche à respecter l'identité humaine, le genre humain, oui, effectivement, ça peut paraître antinomique. Ce qui m'a frappée, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste du transhumanisme, c'est que très souvent, on convoque beaucoup les droits de l'homme de la première et de la deuxième génération, c'est-à-dire les droits civils et politiques et les droits qu'on appelle les droits créances, qui sont à l'origine des droits économiques et sociaux. Donc souvent, c'est plutôt ces droits qui sont convoqués, tantôt au soutien du transhumanisme, tantôt en opposition, pour faire opposition au transhumanisme, donc en fonction de leur interprétation. Donc, on en a parlé, on convoque le droit à la vie, le droit à la santé, on peut convoquer l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, le droit à l'autonomie personnelle, la liberté de disposer de son corps, la liberté de penser, de conscience, etc. Par contre, je trouve qu'on fait un peu moins référence aux droits de la troisième génération, donc aux droits de solidarité, qui sont conçus pourtant comme des droits collectifs, donc droits plus collectifs. Donc, il y a le droit à l'environnement, mais il y a aussi le droit à la paix, à la sécurité, au droit au développement, etc. Et qui, eux, ont résulté d'une meilleure compréhension finalement des différents types d'obstacles qui sont susceptibles de surgir dans le cadre du processus de mise en application des droits des premières et des deuxièmes générations, donc dans des contextes tels que celui de la pauvreté, des conflits armés, des catastrophes écologiques, etc. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec l'approche d'Émilie Gaillard. Je pense qu'il est judicieux, d'après moi, de penser le transhumanisme au travers de cette dernière génération de droits, parce que effectivement, ces droits sont utilement enrichis d'une référence donc à la défense d'intérêts qui ne sont plus que des intérêts individuels, donc de référence au collectif et notamment de référence, par exemple, effectivement à la prise en compte des générations futures, comme l'a expliqué Émilie. Et d'ailleurs, si on se réfère, par exemple, à l'article 1er de la Convention d'Aarhus, il est bien dit, donc je cite, « Afin de contribuer et protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d'accès à l'information, à la participation, etc. » Donc, effectivement, on comprend bien cette dimension collective et donc l'intérêt peut-être qu'il peut y avoir à
à se focaliser sur ces droits environnementaux. Alors, le deuxième point, c'est pour quel apport? La première question qu'on peut se poser, je suis désolée, hein, j'ai beaucoup plus de questions, vous allez voir, que de réponses. Mais c'est vraiment un sujet qui m'a très intéressée, mais qui m'a intéressée, mais qui m'a montré aussi les limites de ma connaissance sur ce sujet-là. La première question qu'on peut se poser, c'est les droits environnementaux de l'homme peuvent-ils être utilisés ou convoqués comme un rempart au déploiement d'un transhumanisme qui serait pas du tout vertueux, qui ne prendrait pas en considération les questions écologiques et la protection de l'environnement. Donc là, on peut faire écho au principe 10 de la déclaration de Rio, qui notamment donc reconnaît donc toute une série de droits, notamment droit à l'information, à la participation, droits qui sont aussi reconnus dans les conventions que j'ai citées tout à l'heure, la convention d'Aarhus ou encore l'accord d'Escazú. Et au cœur de l'ensemble de ces textes est défendue une notion qui, d'après moi, est fondamentale, qui est celle de démocratie environnementale. La démocratie environnementale, c'est celle qui repose sur des procédures, par exemple les enquêtes publiques, pour le processus d'évaluation environnementale, qui repose aussi sur des institutions, des comités de concertation, des commissions de débat public, qui reposent aussi donc sur certains principes qui ont été évoqués par Émilie, le principe de prévention, le principe de précaution, donc toute une série de principes qui sont désireux de concrétiser cette démocratie environnementale et de permettre une protection effective de notre environnement. Et ainsi, c'est vrai que j'ai été frappée, je me suis dit que le transhumanisme, en tant que nouveau mouvement d'idées et de façon de concevoir finalement ce monde futur, donc en tant qu'il repose sur des nouvelles valeurs, est-ce que celles-ci ne doivent pas être évaluées? Est-ce qu'elles ne doivent pas être débattues au nom donc de ces principes qui sont sous-tendus dans la notion de démocratie environnementale, puisque cela concerne directement finalement, cela impacte la biosphère, cela impacte directement notre environnement. Et d'après moi, on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas mettre de côté ces droits à l'information et à la participation du public sur ces questions. Et quand bien même, je dirais quand bien même, les idées transhumanistes auraient pour objectif de protéger la biosphère ou de participer à la préservation, à la protection de l'environnement. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est, à l'inverse, est-ce que les droits de l'homme peuvent-ils être invoqués au soutien du déploiement du transhumanisme? Donc, ça serait en quelque sorte pour venir asseoir une sorte de transhumanisme vert ou écologique, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. On part ici vraiment de l'idée que on a fait le constat ce matin qu'il ne serait pas certainement possible à l'avenir de s'assurer d'une viabilité des êtres humains sur la planète, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a toute une série de crises, et notamment la crise climatique, qui pourrait remettre en cause nos conditions de vie. Et donc, puisqu'on est rentré dans cette ère de l'anthropocène, qui signifie bien qu'effectivement, il y a une part d'irréversibilité de l'empreinte de l'homme sur son environnement, et que l'homme donc a modifié son environnement à un point tel qu'il ne serait pas, il serait plus possible de faire marche en arrière. Est-ce que donc il faut, puisqu'on ne peut plus agir sur l'environnement, est-ce qu'il faut aller jusqu'à modifier cet homme donc pour assurer la survie de l'homme et peut-être de la planète. Donc ici, le transhumanisme pourrait emprunter deux voies possibles. Donc soit on pourrait effectivement
envisager de modifier l'être humain pour qu'il s'adapte au changement climatique, par exemple, pour qu'il s'adapte aux limites planétaires. Donc, dans l'idée de diminuer l'empreinte écologique de l'homme, puisqu'on a échoué à faire changer l'homme sur le plan comportemental, on n'agirait plus sur le comportement de l'humain, mais sur l'humain lui-même. On pourrait aussi, donc, et là, c'est vous allez voir, la seconde option est plus problématique. On pourrait aussi modifier l'être humain, donc ça c'est le cas de certaines thèses transhumanistes, pour qu'il s'adapte dans le futur à un environnement qui soit particulièrement hostile, qui ne serait peut-être même plus viable pour l'être humain tel que nous sommes, mais pour envisager qu'il puisse vivre même ailleurs, peut-être sur une autre planète. Bon, quel que soit le cheminement intellectuel qui serait choisi, pour moi, il est quand même important que les préoccupations environnementales et le respect des droits environnementaux de l'homme ne soient pas totalement décorrélés des questionnements liés à l'adaptation ou à l'amélioration de l'homme qui sont au cœur de la pensée du transhumanisme. Ça, c'est un point important. C'est vrai que dans la seconde option que j'ai évoquée, il me semble que là, on n'est plus trop vraiment dans la recherche de la protection des droits environnementaux de l'homme. Et que donc, effectivement, même si on convoquait en amont ces droits environnementaux de l'homme, il faudrait quand même s'assurer qu'en aval, ceci soit bien respecté. Troisième point, pour aller très vite parce que je vois que le temps défile, quelles limites à cette approche par les droits environnementaux de l'homme? Eh bien, ce qui est certain, c'est que penser le transhumanisme à travers les droits environnementaux de l'homme, ça ne peut pas être suffisant. Ça ne peut pas être le seul cadre, déjà parce qu'il y a une interdépendance des droits de l'homme, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, tous les droits de l'homme sont intrinsèquement liés, on ne peut pas les considérer indépendamment les uns des autres. Et donc, je souscris tout à fait à cette idée que pour compléter ce cadre, il faut reconnaître des droits à d'autres sujets, tels que, par exemple, le propose Catherine Lebris, octroyer des droits à l'humanité, ou, comme vient d'en parler Émilie Gaillard, à propos des générations futures, donc faire des générations futures un nouveau sujet de droit et leur octroyer des droits et éventuellement des devoirs. Et il est intéressant finalement alors je vous renvoie à la recommandation 2011-2021 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc c'est une recommandation qui est en cours de travail, enfin qui est en cours d'examen par l'Assemblée, qui s'appelle « Ancrer le droit à un environnement sain, la nécessité d'une action renforcée du Conseil de l'Europe ». Et donc dans sa version provisoire qui date, je crois, du 30 septembre 2021, eh bien, l'Assemblée parlementaire a pleinement conscience en fait des limites des droits individuels et des droits environnementaux de l'homme en tant que droits individuels, et elle propose de faire preuve d'ambition face aux menaces environnementales systémiques et d'adopter donc ce fameux protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, un protocole additionnel sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. Et dans le préambule, elle fait référence au droit à un environnement sain comme un droit de l'humanité. As a right of humanity. Comme un droit à l'environnement. Like a right to... J'entends le traducteur, en fait. Je suis désolée. Voilà, merci. Envoyez-moi votre mail par Converser, s'il vous plaît, que je vous ajoute, s'il vous plaît. Donc, alors, je vais essayer de reprendre parce que j'entends plusieurs personnes parler en même temps. Donc, je disais, oui, que donc, ce protocole additionnel qui est proposé depuis très longtemps, en fait, par les institutions et notamment l'Assemblée, ici, dans le préambule du texte qui est proposé, donc on pense le droit à un environnement sain comme un droit de l'humanité autonome. Et dans l'article 1er de ce texte, on fait référence au droit des générations actuelles et futures à vivre dans un environnement qui ne serait pas non dégradé, viable et décent
propres à assurer leur santé, leur développement et leur bien-être. Donc voilà, je voulais juste en finir par là pour vous montrer que finalement l'humanisme des droits de l'homme et donc des droits individuels de l'homme, ça ne veut pas dire individualisme, qu'il y a des droits comme les droits environnementaux qui s'inscrivent dans un humanisme qui est un peu plus immersif, donc qui tient compte finalement aussi d'autres entités qui nous entourent, de notre communauté de destin au sein de la biosphère avec d'autres êtres vivants. Et il y a beaucoup d'autres options qui pourraient s'offrir à nous, autres que des droits à l'humanité ou des droits aux générations futures. On peut aussi envisager de reconnaître peut-être des droits à certaines entités naturelles, comme c'est le cas dans certains pays au monde. Bon, on pourra en reparler. Les options sont nombreuses. Toutes soulèvent des questions qui sont très, très complexes sur le terrain, notamment de la hiérarchisation des droits et des conflits qui peuvent surgir entre ces droits et peut-être aussi de leur nécessaire conciliation. Donc voilà, j'espère n'avoir pas été trop longue et je vous remercie de votre attention.